Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Monseigneur, Monsieur le sénateur, Monsieur le préfet, chers collègues, si nous regardons ce que vous avez déjà vu au cours de ces 2 jours, l'Arctique et l'Antarctique, vous voyez la différence. L'Antarctique à droite, un continent entouré d'océans, et l'Arctique à gauche, un océan entouré de continents, ce qui a un certain nombre de conséquences sur la biodiversité et les écosystèmes qui peuplent ces contrées. L'Arctique, comme on le voit sur cette diapositive, est peuplé d'environ 4 millions de personnes qui ont des histoires linguistiques différentes et dont la présence humaine date de plus de 20 000 ans, alors que le continent antarctique, lui, que vous voyez représenté ici avec ses 37 stations actives actuellement, est peuplé uniquement de voyageurs transitoires, qui sont les chercheurs et les logisticiens, avec également les touristes qui peuvent atteindre plus de 50 000 personnes par an. Si on s'appuie sur les données du GIEC de 2007, tout le monde s'accorde maintenant à reconnaître que, d'une part, on a eu un accroissement thermique au niveau global, on a eu également une accélération de l'élévation du niveau moyen des mers qui, dans les dernières 50 années, ont été également corroborées par la disparition d'une couverture neigeuse de l'hémisphère nord. Et si on compare ce qui s'est passé dans l'Arctique avec ce qu'on obtient au niveau global, on s'aperçoit que le réchauffement en Arctique est le double de celui qui existe à l'échelle du globe, que ce soit au XIXe comme au XXIe siècle. Ce qui a quelques conséquences, comme vous pouvez le voir ici, sur le fait que, par exemple, depuis 2 ans, il est possible de passer par le passage du Nord-Ouest dans cette région, alors qu'auparavant, c'était quelque chose qui était beaucoup plus rare. Et puis, du point de vue de l'Antarctique, on s'aperçoit que sur les 50 dernières années, on a eu une élévation de 3 à 4 degrés de la température, ce qui est particulièrement visible dans la partie qui fait face à la partie sud du continent de l'Amérique du Sud. Et ces régions polaires soumises comme ça à ces changements climatiques voient leur population animale, en particulier, soumise à des situations qui sont extrêmement dangereuses pour leur avenir. Par exemple, si on regarde l'ours polaire, il est évident que toute réduction de la surface de la banquise va entraîner une pression sur son comportement qui, à terme, peut avoir des conséquences irréversibles. C'est vrai de l'ours polaire, mais c'est aussi vrai, par exemple, du manchot Adélie. Sur cette carte, vous voyez le manchot Adélie sur la gauche. Nous avons 7 sites dont les populations ont été suivies, avec en rouge les populations en déclin. C'est là où les conditions climatiques
sont les plus variables, alors que sur la partie est, en vert, les situations des populations locales sont soit soumises à des contraintes plus stables et sont beaucoup plus stables du point de vue de leur population. Si on regarde les 6 thèmes de l'année polaire internationale, nous avons eu une attention particulière avec ce qu'on appelle l'état des lieux, à savoir qu'est-ce que nous avons dans ces régions, du point de vue quantitatif, du point de vue qualitatif, quel type d'espèces, où. Et puis la deuxième question avait trait à la thématique du changement. Qu'est-ce qui va se passer si, par exemple, nous avons un réchauffement climatique? Que peut-on prédire pour la biodiversité de ces régions? Quels vont être également les liens du point de vue global? Est-ce qu'on peut, par exemple, au niveau des pôles, avoir une idée du cycle du carbone? Ou peut-on prédire ce qui va se passer sur la circulation océanique dans son ensemble si nous avons une diminution ou un accroissement de la température? Et puis, Nouvelles Frontières, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu actuellement. Qu'avons-nous dans les grandes profondeurs, par exemple, sous la calotte glaciaire? Quels sont les écosystèmes qui peuplent ces régions? Point singulier, enfin, comment pourrions-nous valoriser ces régions qui sont particulières et singulières du point de vue de leur isolement relatif? En tout cas, c'est vrai pour l'Antarctique, dans la mesure où il est rare aujourd'hui que nous ayons des régions qui soient dites naturelles, la plupart des milieux que l'on dit naturels étant déjà anthropisés. Et donc, ce sont des régions sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avoir encore une idée de l'évolution du vivant sur cette terre, et puis enfin aussi la dimension humaine, puisqu'au niveau de l'Arctique, on l'a vu, il y a un certain nombre de populations qui ont une histoire, qui ont aussi un devenir, et comment cette adaptabilité de ces populations peut-elle se projeter dans l'avenir. Je vous ai là présenté les différents programmes qui ont été soutenus à la fois dans l'Antarctique et dans l'Arctique. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Ceux qui sont scientifiques sont sur la gauche, et en rouge sont ceux qui concernent la biologie et la biodiversité. 2 remarques sur ces programmes. D'une part, ceux qui concernent l'océan sont majoritaires. Ceux qui concernent la Terre sont assez prépondérants également. Ceux qui concernent l'espèce humaine sont très peu nombreux. Si on regarde, par contre, là, les programmes comparatifs entre Antarctique et Arctique, on voit que ces programmes se distribuent de façon absolument équivalente entre l'océan et ce qui est terrestre. Il est important de savoir que la France a des résultats dans le domaine de la recherche polaire qui sont extrêmement visibles au niveau international. Si on regarde la production scientifique réalisée par les chercheurs, quelle que soit leur origine, dans ce domaine-là, on s'aperçoit que pour l'Arctique, sur les années 92 à 2009, la France occupe la 10e place. Et si l'on regarde les thématiques dans ce domaine, on voit qu'il n'y a pas particulièrement de thématiques majoritaires, excepté l'identification dans le domaine de la météorologie et dans celle des géosciences d'une position importante. Si par contre on regarde les recherches basées sur la production scientifique sur le Web of Science des équipes dans l'Antarctique, la France devient 6e. J'ai même presque 5e ex aequo avec l'Italie, avec laquelle elle collabore. Et là, on voit que, du point de vue thématique, ce sont les thématiques de l'Institut des sciences de l'univers qui sont majoritaires. Les 3/4 de la production scientifique viennent de ces disciplines, qu'il s'agisse de la météorologie, des géosciences, de l'astronomie, de la géochimie.
Et le quart et surtout le reste, et surtout vient des équipes qui font de l'écologie. Par contre, si on regarde les productions scientifiques qui sortent des études réalisées sur les îles subantarctiques, on s'aperçoit que la France est première du point de vue de la production scientifique et que dans ces contrées, ce sont les équipes qui sont dans le domaine de l'écologie et de l'environnement qui sont les plus productrices. Je pense que c'était extrêmement intéressant de noter cet aspect qui a été d'ailleurs relevé par monsieur le préfet et qui, dans l'avenir, vont nous permettre, sans aucun doute, d'amplifier l'effort que nous avons fait jusque-là. Si on continue l'analyse de ces publications françaises, 98-2007 cette fois, on voit que du point de vue des lieux, ce sont les études qui ont lieu dans le subantarctique et de la Terre Adélie qui représentent près de 70% de la production scientifique. L'Arctique, c'est moins de 20%, l'Antarctique, 1%, et Concordia, qui est extrêmement important, représente 14%. Concordia important, puisque vous le savez également, c'est sur ces lieux-là qu'on a eu les résultats les plus visibles aussi au niveau international concernant le programme EPICA et le fait que nous avions des données importantes montrant la validité de l'hypothèse du changement climatique. Du point de vue maintenant de la répartition des travaux thématiques dans ces îles subantarctiques, on voit que l'écologie terrestre est majoritaire et qu'elle concerne surtout l'étude des oiseaux et des mammifères. Il y a une chose qui est assez intéressante à voir néanmoins, c'est que les études, ce qui n'est pas visible ici, les études concernant les espèces introduites, en particulier des mammifères introduits, sont en forte croissance. Cet ensemble de résultats repose sur la qualité des laboratoires français qui ont su très tôt se mettre en position d'observer sur le long terme les traits d'histoire de vie des animaux ou la dynamique des populations. C'est vrai pour les oiseaux, avec là vous voyez l'évolution du nombre de couples reproducteurs, et il y a peu de pays qui ont autant de données sur une cinquantaine d'années. C'est vrai également pour la survie des adultes de ce même type d'organisme. Yvon Lemahaut en a parlé tout à l'heure. Il est également vrai que le développement de tout ce qui a été électronique et le travail interdisciplinaire qui s'est noué autour de ces problématiques ont permis non seulement de savoir ce que faisaient ces animaux à terre, mais aussi de suivre leur exploration au niveau océanique. Et là, c'est vrai, l'équipe de Chizé a joué un rôle important, puisque les premiers à avoir réalisé ces travaux qui sont illustrés ici sont l'équipe de Jouventin et de Wemmerkirch. La miniaturisation aussi de ces équipements électroniques, comme Yvon l'a montré tout à l'heure, est importante pour non seulement savoir ce qu'ils font, mais comment ils le font. C'est-à-dire que, par exemple, sur cet animal qui a un chapeau tout à fait original, un peu japonais, il faut le dire, on peut suivre la plongée de ces animaux avec la durée de cette plongée, savoir jusqu'où ils vont et combien de temps ils restent au fond, ceci en étant relié aux conditions physiques et chimiques de l'environnement. Et par exemple, voilà une illustration des résultats qui ont été réalisés là dans une collaboration extrêmement internationale, où on voit le départ de Kerguelen vers l'océan Antarctique de ces animaux qui sont capables d'aller jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur, ce qui est quand même énorme. Et on voit aussi la manière dont ils se déplacent à la surface ou au fond des océans en fonction de la température. L'ensemble de ces données contribue à la disposition des données au niveau international à travers l'Observatoire mondial des océans, et il faut insister aussi sur la qualité des travaux réalisés par les équipes grâce à l'IPEV,
qui permettent d'alimenter pour plus de 90% les données de la base Coriolis. J'allais vous montrer les travaux réalisés par Yvon Le Mao. Vous avez vu combien ces animaux sont particulièrement attachants et originaux. En dehors des animaux, il y a aussi un aspect très important qui concerne l'impact des changements climatiques sur la végétation, qu'il s'agisse du suivi des traits chez une vingtaine d'espèces, où on peut, de cette façon-là, anticiper la plasticité des réponses des plantes, mais aussi regarder la manière dont le couvert végétal, en fonction des espèces invasives, peut être modifié. Et puis, avec un autre type d'échelle, voir aussi l'évolution des sols par les images satellitaires. Les espèces invasives, c'est quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en forte croissance et qui est extrêmement intéressant, puisque en fait, dans ces zones, on a la possibilité d'avoir un faible nombre de paramètres et les situations nous permettent de comprendre la manière dont une espèce va devenir proliférante ou non. Alors, c'est vrai que nous travaillons sur les chats, sur les lapins aussi, et comme plantes invasives mais non forcément dangereuses, nous avons les pissenlits. Et quelque chose dont on parle peu encore, mais qui dans l'avenir va certainement être d'une visibilité plus grande, ce sont les rôles des interactions entre plantes et insectes, qui permet dans certains cas d'avoir une symbiose et peut-être aussi d'entraîner une adaptabilité particulière de certaines espèces végétales. Le CNRS, par rapport à l'Antarctique, a un certain nombre d'équipes dont je vous ai parlé tout à l'heure, a eu le souci de rationaliser ces programmes et les a réunis dans ce qu'on a appelé une zone atelier de recherche sur l'environnement antarctique et subantarctique. Ça veut dire que cette zone recouvre les travaux réalisés non seulement sur l'archipel de Crozet et les îles Kerguelen, mais aussi les îles Amsterdam et Saint-Paul et la Terre Adélie. Et cette coordination comporte 3 thématiques. Le premier concerne l'impact des changements climatiques et des espèces introduites sur les communautés et les écosystèmes terrestres. Donc, c'est Marc Lebouvier et Dominique Pontier qui s'occupent de ce volet-là. Le deuxième vient d'être présenté brièvement par Yvon Le Mao. C'est le suivi à long terme avec un certain nombre d'aspects différents. Il concerne les oiseaux et les mammifères marins. Et le troisième volet concerne les réseaux trophiques, la variabilité physique et la variabilité biologique de l'écosystème, lui, pélagique. Et là, c'est Charles-André Bost et Philippe Couby. Si on regarde la manière dont le polaire est étudié en France, c'est une carte assez intéressante puisque vous voyez qu'il y a 7 laboratoires qui sont finalement distribués sur tout le territoire. Et ce réseau est particulièrement puissant du point de vue de la créativité scientifique, puisqu'il a non seulement des programmes ANR, mais il a également réussi à avoir plusieurs programmes au cours de l'année polaire internationale. Je pense qu'il est également important de souligner le rôle que ces équipes et que les scientifiques jouent pour la diffusion des connaissances sur le polaire. Et vous voyez là sur cette carte également les manifestations, qu'il s'agisse d'expositions de longue durée ou d'autres manifestations. On voit que, bien que le polaire soit assez loin du territoire, il n'en reste pas moins que l'ensemble des régions françaises sont particulièrement attirées par ce type de recherche. Et puis, pour finir, je pense que les 2 dernières années ont donné lieu à un certain nombre de résultats et ça n'est pas terminé. Et ce que je souhaite, c'est que dans l'avenir, nous puissions suivre encore ces animaux et en parler à la prochaine réunion de l'année polaire internationale, c'est-à-dire dans 50 ans. Merci.